Bienvenue sur ce live exceptionnel consacré au phénomène MeToo. Je dis exceptionnel parce que cette table ronde aurait dû se dérouler à l'université il y a un mois. Et puis, pour des raisons indépendantes de votre volonté, Sabrine Procoris, il n'en a pas été ainsi. Est-ce que vous voudriez nous expliquer ce qui s'est passé depuis lors? Bon, en tout cas, nous sommes aujourd'hui sur YouTube, en direct. Nous pouvons réparer, je dirais, cette petite erreur de, comment dirais-je, cette petite annulation dont vous avez fait l'objet. On peut parler de ça Je vous remercie beaucoup d'abord de nous accueillir et puis je remercie tous les participants à cette rencontre, que je considère plutôt comme un moment de travail entre nous, un moment de travail commun pour poursuivre sur un certain nombre de questions que j'ai essayé d'aborder dans ce livre. Oui, il y a eu un petit raté, enfin en même temps ce n'est pas un raté, c'est en effet l'université qui était le lieu qui devait accueillir, pas qui l'organisait, mais qui devait accueillir cette rencontre. Initialement, à la dernière minute, a jugé qu'elle était inopportune dans des termes qui étaient les suivants, à part quelques prétextes administratifs. On nous a expliqué que cette rencontre, avec ce titre, des raisons collectives, panique sexuelle, sans nuance, était incompatible avec la politique de lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste, contre les violences sexuelles et sexistes de l'université, et que donc il n'était pas souhaitable que cette table ronde ait lieu. Voilà. Donc ça n'est pas, voilà, c'est juste un petit incident, mais qui est révélateur quand même, et je n'en dirai pas plus parce que ça n'a aucun intérêt, qui est révélateur du climat d'intimidation, si vous voulez, que fait régner ce mouvement MeToo. Voilà. Donc je ne vais pas parler beaucoup, juste donner 2-3 fils, si vous voulez. Alors, si vous permettez, d'abord, je voudrais présenter les personnes qui sont autour de la table que vous avez invitées. Alors, je ne vais pas être très MeToo, ou peut-être que vais-je l'être. Je vais d'abord commencer par vous, Sophie Obadia. Vous êtes avocate à Paris. Oui. Et j'ai le plaisir aussi de vous présenter Fabio Landa. Vous êtes psychanalyste. Paul Bensussan, vous êtes psychiatre. Et vous êtes expert auprès des tribunaux, notamment auprès de la Cour de cassation, donc dans le domaine qui est le vôtre, qui est celui de la psychiatrie. Et puis vous, Sabine Procoris, vous êtes philosophe, psychanalyste également, et vous venez de sortir aux éditions du Cherche Midi ce livre que nous avons là sur les écrans, Le Mirage MeToo, dont on voit la couverture. Et puis nous sommes également en direct via Zoom, avec François Rastier, qui est linguiste et sémanticien. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Bonjour, Monsieur Rastier. Oui, bonjour, merci. Alors, donc je vous ai interrompu, excusez-moi, Sabine, et vous vouliez revenir sur, je dirais, le propos liminaire, la raison pour laquelle nous sommes autour de cette table aujourd'hui. Donc, bon, bien sûr, comme je vous le disais juste rapidement, c'est pour moi une séance de travail ensemble. Disons que les questions, il me semble, qui se posent et que chacun va pouvoir aborder, enfin, ce qui me paraissait intéressant, c'est d'aller au-delà de ce que je propose, des analyses, pour que nous puissions réfléchir à partir des expériences et de la réflexion des uns et des autres, c'est-à-dire à la fois dans le domaine du droit, dans le domaine psy, on va dire, et dans le domaine de la, on va dire, réflexion sur le langage et philosophique, comme l'a dit très bien Jean-Baptiste. Donc, juste un mot. MeToo se présente comme une façon de combattre les violences sexuelles et sexistes tout dans le même sac, nous dit-on, sauf que pour moi la question n'est pas tellement là, elle est plutôt de la manière dont ce mouvement analyse ces violences et les discriminations sexistes, parce qu'évidemment, ce n'est pas avec MeToo que ce type de questionnement a commencé, évidemment. Donc, ma préoccupation était la suivante, c'est-à-dire analyser les logiques à l'œuvre qui animent, au fond, à la fois les pratiques et les discours de MeToo. Et ce que j'ai pu, je vais le dire très très rapidement, apercevoir, c'est que, en réalité, si on pouvait résumer le but de ce mouvement, c'est, comme le dit une des intellectuelles organiques du mouvement, Camille Froide-Vaumétrie, détruire le socle patriarcal de la société. Et évidemment que si on détruit le socle patriarcal de la société, eh bien, évidemment, on emporte avec les institutions qui reposent sur ce socle patriarcal, au premier rang desquelles la justice. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce que c'est détruire le socle patriarcal de la société ? C'est justement remplacer le vieux monde
comme le dit Camille Kouchner dans un entretien récent, là, une piqûre de rappel cette semaine dans l'Obs, le vieux monde par un nouveau monde, qui sera le monde de l'après-grande révolution culturelle. Et ce nouveau monde, comment va-t-il pouvoir se construire à partir de la fabrication de ce qu'on pourrait appeler une néo-réalité, dont l'exemple est donné. Alors c'est vrai que c'est pour ça que MeToo est lié à d'autres types de lutte identitaire, on va dire, intersectionnelle, dite. Et je dirais que la fabrication de cette néo-réalité, on peut la résumer avec ce lexique trans inclusif du planning familial qui nous explique la chose suivante au sujet de ce qu'ils appellent l'assignation à la naissance. À la naissance, nous explique-t-on, le planning, les médecins décident, selon des normes de longueur du pénis clitoris, si l'individu est un garçon ou une fille. Alors tout le monde éclate de rire en lisant ça. On est en plein délire, on est en pleine psychose, en vérité, parce que, je ne vais pas commenter, mais simplement on voit bien qu'il y a une double idée là-dedans, l'idée que c'est le pouvoir médical représentant du pouvoir hétéropatriarcal, etc., qui fabrique la réalité sexuée des individus, mais que, évidemment, en déconstruisant tout ça et en abattant le socle patriarcal représenté par ça, eh bien, on va produire quelque chose d'autre, et on va le faire comment ? À partir un certain nombre de décisions qui produisent une néo-réalité. Alors, la conséquence de ça, et je m'arrêterai là, parce que, évidemment, ce sont des conséquences massives en termes de droit, notamment, et de pensée, eh bien, c'est que la vérité, la distinction vérité-mensonge ordinaire, si vous voulez, n'a plus tellement cours, parce que tout énoncé produit par les tenants de cette néo-réalité sera forcément vrai et sera en même temps performatif, c'est-à-dire fabriquera le nouveau monde. Donc voilà, alors, les conséquences de ça, ça veut dire qu'une accusation, par exemple, de violence est nécessairement vraie, etc., etc. Donc je m'arrête là, mais je pense que, évidemment, vous voyez les conséquences sur le droit, les conséquences du point de vue de l'usage absolument hallucinant d'un certain nombre de notions vaguement psy, et puis sur la pensée. Juste pour terminer, et j'en m'arrêterai là, Goebbels avait dit « Nous ne voulons pas convaincre les gens de nos idées, nous voulons réduire le vocabulaire de telle façon qu'ils ne puissent plus exprimer que nos idées. » Et bien voilà, on y est avec ce lexique, c'est-à-dire un certain nombre de termes qui sont faits dont le sens est totalement réduit, on le verra tout à l'heure, l'emprise, etc., et qui servent à véhiculer des idées sans réfléchir. En fait, c'est de la propagande. Et la question, c'est qu'elle semble assez efficace. Alors j'imagine que les uns et les autres avaient envie de réagir, bien sûr, à ce qui vient d'être dit, mais tout d'abord, je voudrais préciser aux internautes qui nous regardent en direct, qui peuvent nous poser des questions, enfin vous poser des questions qui seront, je dirais, dont on va sélectionner les meilleures ou les plus intéressantes à la fin de cette table ronde. Pour cela, il faut nous envoyer un email à l'adresse suivante, c'est paniquesexuelle, en un seul mot, @gmail.com. Alors, je vois que vous vouliez... j'ai vu, en fait, vous avez été le premier à lever la main pour réagir à la citation de Goebbels. Je ne me suis même pas rendu compte. Je devais brûler de réagir. Alors, deux choses. D'abord, une anecdote, c'est-à-dire que je suis enseignant dans un DU de sexologie à Paris 5, donc... Les étudiantes sont généralement en 5e, 6e année de médecine. Et j'ai eu communication d'un mail adressé au responsable de l'enseignement, qui n'est rien moins que le chef de service d'urologie de Pompidou, mettant en demeure, dans des termes extrêmement comminatoires, de changer son vocabulaire, parce qu'il semblait confondre, dit l'étudiant, il semblait confondre le sexe masculin, le genre masculin avec ceux qui sont dotés de pénis et testicules. Donc il lui demande de changer ça pour n'exclure personne. Non, un homme, ce n'est pas seulement quelqu'un, dit cet étudiant, qui a un pénis et des testicules. Donc ça peut faire sourire. La deuxième observation que je voulais faire, c'est que la difficulté à laquelle se heurte Sabine avec l'annulation de ce colloque, c'est que quand on oppose un discours militant à des slogans, un slogan, qu'est-ce que c'est ? C'est une formule courte, brève, choc pour propager une idée. C'est ça, un slogan. Quand on essaye de nuancer un slogan, on a l'air de dire, c'est une difficulté que je n'ai jamais surmontée, on a l'air de dire l'inverse. Par exemple, quand il y a 20 ans, je publiais un ouvrage sur les fausses allégations sexuelles qui, à l'époque,
fleurissait dans les séparations parentales conflictuelles, je contestais l'idée que nécessairement, du moment qu'il y a allégation, la chose a eu lieu. Et j'essayais de nuancer en essayant de distinguer le vrai du faux. Et j'étais perçu, je pense que je le suis encore, non seulement comme celui qui traite les enfants de menteurs, ce que je n'ai jamais fait, mais comme l'ardent défenseur des pédophiles. C'est-à-dire que vous n'avez pas possibilité de nuancer un discours militant. C'est exactement ça. Et lorsque Sabine voit le colloque annulé, parce que dans l'ère MeToo, ce serait contrevenir au fond à la morale sociétale et collective, eh bien j'avais les mêmes difficultés avec mes attachés de presse qui se faisaient presque claquer la porte au nez parce qu'on leur répondait « mais vous vous rendez compte, on commence à peine à parler de l'inceste et vous voulez publier ou vous voulez promouvoir un ouvrage qui parle des fausses allégations ». Voilà, donc ça c'était quelque chose une difficulté pratiquement insurmontable. Dans le post-outro, j'ai eu l'impression que cette époque appartenait au passé, mais nous voilà revenus une vingtaine d'années en arrière. Alors, je vous propose qu'on donne peut-être la parole à François Arastier, parce qu'il y a, je dirais, les avantages d'être éloigné physiquement de nous. Est-ce que ce commentaire sur la dimension, justement, sémantique du combat qui est mené par le mouvement MeToo vous inspire également un commentaire ? Oui, une fois qu'une pensée ne procède que par affirmation, il est vrai que on ne peut que l'inverser d'une certaine manière. Et ce qui est bizarre, c'est que dans ce mouvement qui parle tout le temps du binarisme, on est parfaitement dans la binarité. C'est l'ennemi et nous. Ça fait partie d'ailleurs du principe même de la métapolitique, c'est-à-dire il n'y a que deux camps, l'ennemi et nous. Tout est en politique en même temps. Vous voyez, mes cheveux sont politiques, mon poids est politique, etc., etc. Et bon, on a besoin, je pense à ce mouvement MeToo politique notamment, qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la métapolitique. Enfin, on y reviendra peut-être. En tout cas, il se trouve qu'on parle de violences sexistes et sexuelles, mais l'annulation d'une réunion de travail dans une université sous prétexte d'incorrection sexuelle n'est-elle pas une sorte de violence aussi? En tout cas, une sorte d'ambiance. On a besoin d'un courage intellectuel et même physique dans cette affaire. Et je salue là la décision de Sabine Procoris. Par exemple, une anecdote, elle me dit ah oui, j'étais avec Philippe Val à Genève, son officier de sécurité est très sympathique. Vous voyez, ça trace l'atmosphère, vous voyez, qui fait que quand on parle de discussion, où est-ce qu'on en est?